Le lundi tacos, ça sonne quand même moins bien que le mardi tacos. Mais apparemment, le calendrier n'a pas vraiment joué en faveur du président Trump aujourd'hui. Et on a donc eu ça lundi, hier. Après notre émission ici, le président Trump a publié un nouveau message sur Truth Social, disant « On m'a demandé, je n'allais pas le faire, mais on m'a demandé, par l'émir du Qatar, le prince d'Arabie Saoudite et le président des Émirats Arabes Unis, de reporter notre attaque militaire prévue contre la République islamique d'Iran, qui devait avoir lieu demain, c'est-à-dire aujourd'hui. » Et puis il continue en disant tout un tas d'autres choses, mais franchement, tout ça, tout ce qui suit, c'est du grand n'importe quoi. On a déjà connu ça. Le président Trump était soi-disant sur le point d'agir. Même dans l'émission d'hier, on disait que peut-être les choses allaient bouger, qu'on pouvait être à 48 heures, potentiellement, d'un retour aux opérations de combat, vu tout ce qui se passait. Et puis le président Trump a dit « Non, pas d'heure du tout. » Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je veux dire, en voici juste quelques exemples. Le premier, c'était le 21 avril. Trump dit que les États-Unis vont prolonger leur cessez-le-feu avec l'Iran à la demande du Pakistan parce que la période arrivait à son terme et qu'on devait reprendre les opérations de combat. Le président Trump dit en gros « Vous savez quoi? Comme quelqu'un d'autre me l'a demandé, le Pakistan en l'occurrence, je ne vais pas retourner à la guerre. Parce qu'ils ont dit, souvenez-vous, qu'on était tout près d'un accord, que la partie iranienne avait accepté presque tout, qu'il fallait juste un peu plus de temps. Le 21 avril. Et maintenant, presque un mois plus tard, toujours pas d'accord. Ensuite, il y a eu ce bref épisode au début du mois de mai, cette opération pour faire passer des choses par le détroit d'Ormuz. Ça n'a pratiquement duré qu'une journée. Et là encore, il dit « Oui, on va le faire aussi. » Parce que, encore une fois, quelqu'un nous l'a demandé. Et à chaque fois que quelqu'un me demande de faire un geste, de donner une chance à la paix, il recommence avec tout ce discours sur le fait qu'ils sont presque d'accord, qu'ils veulent la paix, qu'ils nous supplient de conclure un accord. Combien de fois avez-vous entendu ça? Et ça n'a jamais été vrai. Ce n'est pas vrai aujourd'hui non plus. En réalité, les gens dans le monde entier n'y croient plus. Même beaucoup de partisans du président Trump n'y croient plus. Certains, peut-être, mais ce soutien-là est devenu très tiède. Ils voient bien que tout ça ne veut plus rien dire. Et quand on entend toutes ces absurdités, tous ces messages qui défilent sur son fil, à propos de son fameux bouton rouge, de missiles qu'il s'apprêterait à lancer, de la Space Force, ou encore de lui en capitaine d'un navire attaquant des vedettes rapides ou faisant exploser des trucs au sol. Enfin, vous voyez le genre. Tout ça, c'est du n'importe quoi, parce qu'il n'y a aucune réalité derrière tout ça. Et je pense que les gens commencent à comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de solution militaire à cette guerre. Le problème, on le dit souvent, ce n'est pas la question nucléaire. Le vrai problème, c'est que Trump veut une capitulation de Téhéran. Il veut un changement de régime, ou au moins une soumission du régime, comme il l'a obtenu au Venezuela. C'est ça son véritable objectif. Maintenant, est-ce que ça vient directement de de Tel Aviv, de Benjamin Netanyahou, ou d'une décision conjointe? Je n'en sais rien. Les historiens, eux, nous le diront un jour avec certitude. Ils sont clairement de mèche, ça, on en est sûr. Mais leur objectif, c'est la capitulation ou la soumission de l'État iranien, point final. Tout le reste, toutes ces discussions sur les armes à longue portée, sur les groupes alliés, sur la poussière nucléaire, peu importe. Tout ça, c'est juste du discours public. La réalité, c'est la domination. Et voilà maintenant le vrai problème. Ce que je viens de décrire, c'est en quelque sorte le but recherché. Mais le vrai problème, c'est qu'on sait désormais avec certitude qu'il n'y a pas de solution militaire. Parce que tout ce qu'on avait, on l'a déjà essayé pendant les 40 premiers jours.
trotted out in that first about 40 days. And there has been some. Ces derniers temps, on entend pas mal de discussions, surtout chez certains partisans de la guerre ici, et aussi dans une partie des grands médias américains. Ils disent en gros, regardez, on a recalibré notre approche, on dispose de plus de renseignements, on sait maintenant où se trouvent toutes ces usines de missiles, ces installations souterraines, on connaît l'emplacement des tunnels et tout ce qui concerne ces structures sous terre. Ils sont sur des vedettes rapides. Bref, on en sait plus qu'avant et on a plus de munitions et plus d'armes qu'au début des 40 jours. Cette fois, ce sera différent. Voilà ce qu'ils affirment. Mais la réalité, c'est que je vais lever le drapeau du foutaise là-dessus. C'est une faute personnelle de 15 yards. Oui, peut-être qu'ils en savent un peu plus, petit à petit. Et franchement, il serait idiot que ce ne soit pas le cas. You would be incompetent if you didn't know more, because it should be a constant collection. But the fact is, we knew where all. Mais en réalité, on savait déjà où se trouvaient toutes ces installations, ou du moins la plupart d'entre elles. Le problème, ce n'est pas de ne pas savoir où elles sont. Le problème, c'est de les neutraliser. Alors dites-moi, pas besoin d'être un expert militaire, juste quelqu'un de bon sens. Si vous avez une installation enfouie profondément dans une montagne de granit, conçue pour résister à une explosion nucléaire et continuer à fonctionner, et que vous essayez pendant environ 40 jours, une vingtaine de fois, de la frapper avec des armes conventionnelles, sans jamais réussir à la détruire. Et apparemment, ils en ont 33 comme ça, alignés le long de leur littoral, dans le golfe Persique et le golfe d'Oman. Alors, si vous n'avez pas réussi à le détruire avec des armes conventionnelles, pourquoi pensez-vous que lancer encore plus de missiles du même type sur la même cible, une montagne, donnerait un résultat différent la fois suivante? C'est irrationnel, c'est illogique et c'est insensé d'essayer. Et je suppose que si Trump a fait ça cette fois-ci, c'est parce que suffisamment de militaires lui ont dit « Monsieur le Président, si vous donnez l'ordre, on les lancera, on touchera des cibles. Et il y a d'autres choses à la surface qu'on peut frapper. On peut tuer plus de gens, mais on ne peut pas atteindre ceux qui comptent vraiment. On ne peut pas détruire une montagne avec des armes conventionnelles. On n'a tout simplement pas les moyens de le faire. » Elles sont conçues exactement comme nos installations souterraines, pour résister à bien plus que ce qu'on peut leur infliger avec des armes conventionnelles. Même les armes nucléaires n'y feraient rien. Alors pourquoi quelqu'un, qui que ce soit, penserait qu'une arme conventionnelle ferait ce qu'elle n'a pas réussi à faire la première fois? Ce n'est pas le cas. Et je pense que le président Trump est en train de s'en rendre compte. La question, maintenant, c'est quelle sera sa prochaine étape? C'est intéressant d'ailleurs. Il a fait ce commentaire après une question de Greg Carlson, ici présent, du magazine The Economist. C'est un journaliste de là-bas. Et il a expliqué que plusieurs alliés du Golfe, issus de certains des pays que Trump avait mentionnés, disaient ne pas être au courant d'un plan imminent pour attaquer l'Iran. Et on peut imaginer qu'ils disent aussi « Je ne me souviens pas qu'on vous ait demandé de ne pas attaquer quelque chose dont on savait qu'il allait être attaqué. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme quand on dit « Ah, le Pakistan m'a demandé de ne pas retourner à la guerre à la fin de la soi-disant période de cessez-le-feu. » Ou que d'autres m'auraient demandé de ne pas arrêter le projet Liberté. À chaque fois qu'il dit ça, les gens sur le terrain se grattent la tête en se demandant « mais de qui il parle ?» Et ça montre bien la réalité. Je viens de vous dire quelle est la réalité militaire. Mais regardons aussi du côté iranien. Enfin, non, avant d'en arriver là, il y a encore un point. Laissez-moi vous montrer où en est encore l'esprit du président Trump après cette conversation et sur quoi il reste obstinément concentré. D'autres pays sont venus me voir et m'ont dit « Nous étions prêts à lancer une attaque majeure demain.
J'ai décidé de la repousser un peu, j'espère peut-être pour toujours, mais au moins pour un moment, parce que nous avons eu de très grandes discussions avec l'Iran et on verra bien ce qu'elles donneront. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et d'autres encore m'ont demandé si nous pouvions reporter de 2 ou 3 jours, juste un court délai, parce qu'ils pensent être très proches d'un accord. Et si on peut le faire, si cela permet d'éviter qu'une arme nucléaire tombe entre les mains de l'Iran, je pense que s'ils sont satisfaits, nous le serons probablement aussi. Nous avons informé Israël, ainsi que d'autres partenaires au Moyen-Orient qui travaillent avec nous, et c'est un développement très positif. Mais on verra bien si cela mène à quelque chose. Nous avons déjà connu des moments où nous pensions être tout près d'un accord, et finalement ça n'a pas abouti. Mais cette fois, c'est un peu différent. Demain, nous devons déjà y aller, c'est une opération très importante, et ce n'est pas quelque chose que je voulais faire, mais nous n'avons pas le choix, parce que nous ne pouvons pas laisser l'Iran avoir une arme nucléaire. C'est comme si c'était gravé dans son ADN, dans ses cellules cérébrales maintenant. Franchement, j'ai l'impression que si quelqu'un lui demande ce qu'il veut pour le déjeuner, il répondra « L'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire ». Mais il n'y a pas d'arme nucléaire. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu de programme d'armes nucléaires. Ils n'en ont jamais eu. Depuis 47 ans, ils n'en ont jamais eu. Donc, il n'y avait aucune menace imminente dont il aurait pu les sauver, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de programme, premièrement. Deuxièmement, le programme d'énergie nucléaire qu'ils avaient et les capacités de retraitement qu'ils possédaient, qui auraient pu poser problème si on les avait laissés sans surveillance, tout ça a été détruit l'année dernière, ou du moins gravement affaibli. Pas complètement détruit, parce qu'on ne peut pas détruire la capacité intellectuelle. Ils pourraient tout reconstruire s'ils le voulaient, mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Je suis surpris qu'ils ne l'aient pas encore fait. Je pensais un peu que, quand cette guerre a commencé, ce serait le coup de grâce et que ça les pousserait discrètement à en fabriquer une. Je croyais que ça les ferait se précipiter vers la bombe nucléaire comme moyen de dissuasion. Plusieurs autres experts qu'on a reçus dans notre émission disent qu'en réalité, même aujourd'hui, beaucoup en Iran estiment que non, que ce ne serait toujours pas à leur avantage, parce que ça risquerait de déclencher une course à l'armement nucléaire, ce qui rendrait leur sécurité encore plus fragile qu'elle ne l'est déjà. Mais avec le contrôle du détroit d'Ormuz, c'est un peu comme s'ils avaient l'option nucléaire sans avoir à posséder l'arme elle-même. Donc pour l'instant, ils n'en ont pas besoin. Mais on ne sait jamais, ça pourrait changer plus tard. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, quand vous continuez à dire que toute cette guerre repose sur quelque chose qui n'existe pas, eh bien vous fondez aussi le retrait sur quelque chose qui n'existe pas non plus. Et ça rend notre départ encore plus difficile. Maintenant, l'Iran, je pense, et pour illustrer, on vous l'a montré il y a seulement quelques jours. Ils ont de nouveau réaffirmé qu'ils n'avaient aucun intérêt à posséder une arme nucléaire. Et au niveau du gouvernement, ils continuent de le dire. Pour eux, ce n'est tout simplement pas sur la table. Alors, comment pourrions-nous retirer ou soumettre quelque chose qui, de notre côté, n'est même pas sur la table? Vous voyez bien comme ça complique les choses. Et il y a un autre extrait que je voulais vous faire entendre, tiré de cette interview, où l'on voit un autre point sur lequel le président Trump se concentre et qui lui aussi complique la situation. Nous n'allons pas laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire. J'ai donc été appelé par ces 3 pays et d'autres encore qui sont en train de discuter directement avec nos équipes et avec l'Iran en ce moment. Et il semble qu'il y ait une vraie chance qu'ils trouvent un accord. Si on peut y arriver sans avoir à les bombarder, j'en serais très heureux. Non, non, non. Il n'y a pas de « nous sommes sur le point de conclure un accord ».
On n'est pas vraiment proches et ils ne travaillent pas avec nous. La seule chose que la partie iranienne a faite, et ils l'ont répété récemment, ils l'ont répété après cette déclaration, dont je vais vous montrer un extrait dans un instant, c'est de dire « Voici les conditions de votre reddition. Nous sommes prêts à négocier là-dessus. Nous pouvons en discuter avec vous. Mais c'est tout. C'est là-dessus qu'ils acceptent de négocier. » Alors quand le président Trump dit qu'un accord est proche, le seul accord qui pourrait l'être, ce serait si nous acceptions toutes les conditions fixées par les Iraniens. Et ces conditions sont les suivantes. Nous nous retirons de la région, nous payons des réparations de guerre, et ils gardent le contrôle du détroit d'Ormuz. They retain control of the Strait of Hormuz, and frozen assets are released, and they still. C'est une libération, et ils pourraient quand même garder leurs relations avec leurs groupes alliés. Ils continuent de dire qu'ils ne vont pas fabriquer d'armes nucléaires. Même à ce stade, ils le répètent. Mais ils ajoutent aussi que ce matériau retraité, c'est leur droit souverain en tant que pays, en tant que signataire du TNP, et qu'ils vont le conserver. Ils disent qu'ils trouveront une solution à ça aussi. Donc, au fond, on n'obtient rien de ce qu'on veut, à part l'assurance qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires. Donc, d'une certaine manière, il y a quand même quelque chose. Mais pour en arriver là, pour parvenir à une fin négociée où les deux camps cesseraient les combats, il faudrait que les États-Unis s'en chargent. Parce que, selon moi, les Iraniens savent que le temps joue en leur faveur et que si le conflit reprend, ils en paieront le prix. Chaque jour où ce blocus continue, c'est de pire en pire. Ils souffrent davantage. Le chômage est très élevé, l'inflation aussi. Franchement, ça provoque énormément de problèmes. Mais ils ont déjà connu ça. Ils ont de l'expérience. Ils ont supporté ce genre de situation pendant longtemps. Nous, ça fait à peine 2 mois, on vient tout juste de commencer. Eux, ils peuvent tenir bien plus longtemps. Mais quand on regarde les marchés mondiaux de l'énergie et le prix du pétrole, voyons, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était 108. Donc, même après le discours du président, cette fois-ci, le prix n'a pas baissé. En fait, il n'a peut-être même pas baissé du tout. C'est pour ça que ces paroles n'ont plus le même effet. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'il a dit ça, il y a eu une chute de 9%. Ça avait plongé d'environ $9 pendant un certain temps. Aujourd'hui, même les marchés commencent à comprendre qu'il n'y a rien de réel là-dedans. Alors la question, c'est où est-ce qu'on va maintenant? Quelle est la suite? Eh bien, laissez-moi vous montrer. Je vous ai montré ce que pense le président Trump. Voyons maintenant ce que pensent certains alliés régionaux. On va commencer par un professeur de l'université de Téhéran, souvent en première ligne, avec le professeur Morandi, qu'on a déjà vu dans l'émission, et le professeur Azizi, qui a expliqué comment l'Iran perçoit tout ça. C'est la 5e fois que Trump fait ça. La dernière fois, c'était le 5 mai, la veille en fait. La veille, il avait annoncé qu'il lancerait l'opération Projet Liberté pour escorter des navires, puis il a annulé cette idée en moins de 24 heures. Et je pense que la principale raison, la dernière fois, il avait dit que les Pakistanais lui avaient demandé de le faire. La vraie raison, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Il a mené cette opération pendant environ 37 jours, en bombardant l'Iran avec une force totale. Les Israéliens l'aidaient et beaucoup de gens ont été tués, plus de 3500 civils. Et au final, il n'a pas obtenu grand-chose, à part faire beaucoup de victimes. Et maintenant, il se retrouve avec ce problème. L'État n'est presque pas ouvert comme il voudrait qu'il le soit. Oui, et c'est bien là qu'il y a un problème. Tu vois, encore une fois, ce n'est pas un représentant officiel, mais c'est quelqu'un qui est en contact avec les plus hauts niveaux du gouvernement. Parce qu'évidemment, ils veulent qu'il soit là. Ils veulent que le professeur Morandi s'adresse à un public anglophone pour pouvoir dire « Voilà notre point de vue ». Maintenant, comme on le dit à chaque fois,
y compris avec les Américains. Moi, je ne prends jamais personne au mot. To include with the Americans, I take nobody at face value, but we must listen to them to see what they're saying there and then compare that with reality on the ground. And when we do that, then the view. Et quand on fait ça, les points de vue du côté américain, du côté israélien et du côté iranien, eh bien, celui qui se rapproche le plus de ce qu'on voit réellement sur le terrain, malheureusement, c'est le point de vue iranien. Et ça, c'est ce que dit quelqu'un qui n'est pas directement dans le gouvernement. Voyons maintenant ce qu'en disent ceux qui, eux, sont au plus haut niveau du pouvoir. C'était à peu près au moment. Je ne me souviens plus si c'était juste avant ou juste après que le président Trump ait publié ce message sur Truth Social hier. Mais voici ce qu'a déclaré le président Raisi. Nous ne baisserons jamais la tête devant aucune puissance, quelles que soient les circonstances. Et il ajoute, nous dialoguons, mais avec dignité. Et puis, aujourd'hui encore, on retrouve plusieurs autres thèmes du même genre, l'importance de l'unité, et ainsi de suite. Mais au fond, ce qu'il dit, c'est qu'ils ne vont pas négocier sous la moindre forme de pression. Ils ne vont pas plier le genou devant qui que ce soit, même sous la contrainte. En clair, si on revient avec des actions militaires, ils tiendront le coup, mais ils ne céderont pas. Et ça, c'est quelqu'un qui, quand on lui a déjà porté le coup le plus dur et qu'il est encore debout, gagne beaucoup plus de confiance. Il sait maintenant qu'il peut encaisser à nouveau parce qu'il sait à quoi s'attendre. Il sait à quoi ça ressemble. Et bien sûr, jusqu'à présent, on a surtout visé leurs sites militaires, comme ces montagnes, entre autres, parce que c'est là que se trouvent les missiles qu'ils utilisent pour contrôler le détroit d'Ormuz et attaquer tout le monde dans la région. C'était donc l'une des cibles principales, encore plus que ce qu'on appelle le nucléaire. C'était celle qu'ils pouvaient utiliser pour faire du mal aux gens. Nous, on ne peut pas le faire. Et maintenant, les Iraniens voient bien qu'on ne peut pas le faire. Du coup, ils se sentent confortés. Leurs plans, préparés depuis des décennies, ont porté leurs fruits. Et ils savent qu'on ne peut pas leur enlever ces fruits-là. Alors la question maintenant, c'est jusqu'où est prêt à aller un camp qui comprend qu'on ne pourra pas lui retirer son atout et à qui on demande pourtant de tout abandonner? Il n'y a aucune chance qu'ils acceptent ça. Et puis il y a autre chose. Voici une déclaration de l'agence de presse iranienne ISNA qui dit, je cite en substance, que le point de fer des puissantes forces armées de la grande nation iranienne les fera plier. Se replier et se rendre. Vous voyez, on est passé à un autre niveau maintenant. On ne va pas plier le genou devant qui que ce soit. Et eux, ils sont un peu plus arrogants. Ils disent carrément, en fait, on exige votre reddition. Comme je vous l'ai dit, les conditions qu'ils ont posées reviennent à une capitulation et à la reconnaissance que la guerre a échoué, pas seulement qu'elle n'a pas réussi, mais qu'elle a complètement échoué, et qu'ils demandent notre reddition, leur armée. C'est tout récent, ce matin même. Le porte-parole de l'armée, je parle ici de l'armée iranienne officielle, pas du corps des gardiens de la révolution islamique. Ce sont deux branches distinctes des forces armées. Il a déclaré « Si l'ennemi est assez stupide pour tomber dans le piège israélien et lancer une nouvelle agression, nous ouvrirons de nouveaux fronts contre lui, avec de nouvelles méthodes. » Il y a eu pas mal de discussions sur ce que ça pourrait être. Certains parlent de nouvelles catégories de missiles. Il y a même eu, tout récemment, des affirmations lors d'expositions disant qu'ils auraient peut-être des missiles intercontinentaux capables d'atteindre des cibles aux États-Unis. J'en doute, parce que pour ça, il faut beaucoup de tests pour prouver que les plateformes peuvent aller aussi loin, à moins qu'ils n'en aient reçu de la Chine ou de la Russie. C'est possible, je suppose. Mais il est assez probable qu'ils disposent de certaines choses qu'on ne connaît pas et de certaines capacités qui pourraient être utilisées contre nous. Le point le plus important, c'est surtout le nouvel ensemble de cibles, parce qu'ils ont maintenant une capacité de production souterraine, à l'abri,
des frappes venues du ciel. Manufacturing capacity underground where it can't be knocked out from the sky. So the likelihood is to continue on. Donc, il est probable qu'il continue. Vous avez vu pas mal de choses sur CNN, dans le New York Times, le Washington Post. Tous disent qu'ils sont maintenant plus performants qu'on ne l'avait jamais imaginé, autour de 75%, à peu près. C'est sans doute un chiffre assez juste. Ça paraît plutôt raisonnable. C'est d'ailleurs l'une des hypothèses plausibles, d'après ce qu'on a pu observer concrètement. Donc, ils peuvent atteindre ce qu'ils visent. Peu importe ce qu'on a en matière de missiles intercepteurs pour la défense aérienne, quel que soit le pourcentage qui passe vraiment, on affirme que c'est 90%. Mais le professeur Ted Postol, sur notre émission, dit que c'est plutôt autour de 5%. Postal on our show says it's more like 5%. Who knows what the right number is, but what we know for it. Qui peut dire quel est le bon chiffre? Mais ce qu'on sait avec certitude, et c'est vérifié, c'est que quel que soit le nombre de frappes qui passent, elles sont d'une précision absolue. Donc quand ils disent que leur prochaine cible sera les infrastructures énergétiques, les installations pétrolières, les sites de production, pas seulement les réservoirs de stockage, mais aussi les installations qui traitent le pétrole brut, qui l'exportent, et tout le reste. Les oléoducs, tout ça, les usines de dessalement, eh bien c'est là le plus grand danger, le plus grand risque. Parce que franchement, c'est peut-être encore plus vital que le pétrole. Le pétrole, c'est pour l'économie. Mais l'eau, sans eau en quantité suffisante, les gens ne peuvent pas vivre. Et il sera très difficile d'en faire venir assez dans un pays que l'Iran aurait réussi à mettre hors service. Any country that they knock out, the Iran side knocks out. But that's what they're saying. They say we will hit all of. Mais c'est bien ce qu'ils disent. Ils affirment, nous frapperons toutes ces cibles, y compris notre allié Israël ainsi que les autres pays du CCG, et nous viserons aussi les bases américaines. C'est ce qu'ils disent. Alors pourquoi voudrions-nous faire ça? Pourquoi voudrions-nous mettre l'Iran à l'épreuve alors qu'ils ont déjà prouvé et démontré qu'ils sont capables de faire exactement ce qu'ils annoncent? Jusqu'à présent, chaque fois qu'ils ont dit qu'ils allaient riposter à une action que nous avions lancée, ils l'ont fait. Ils ont aussi fait d'autres déclarations sur des choses qu'ils auraient réalisées. Ils prétendent avoir fait exploser plusieurs de nos navires et endommager d'autres cibles. Mais pour l'instant, on n'a vu aucune preuve concrète de tout ça. So far, we haven't seen any actual evidence of that, and they claimed a lot of it. Et ils en ont revendiqué une bonne partie. Donc ça peut très bien ne pas être vrai. Encore une fois, il faut qu'on vérifie ce qu'on peut confirmer sur le terrain. Pour l'instant, on n'a aucune preuve concrète que ces attaques aient vraiment touché leur cible, qu'un navire ait été endommagé ou frappé par un tir de missile de croisière. Mais quand ils ont dit ce qu'ils feraient s'ils étaient attaqués, eh bien, ils l'ont fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller de près. Regardons un autre point, parce que c'est ce que dit le camp iranien. Je viens de vous montrer ce que le président Trump a déclaré ici. Alors, à votre avis, qui est le plus mécontent aujourd'hui, après la déclaration que le président Trump a faite hier? Because President Trump made that statement yesterday. Well, Israel, okay, fair enough. Probably Israel's the biggest. Israël. D'accord, très bien. C'est sans doute Israël qui est le plus mécontent, parce qu'on sait qu'ils veulent que ça continue. Mais l'autre problème, ce sont ses alliés. J'ai vu ça hier après-midi, un court extrait sur Fox News. Je ne l'ai pas ici pour vous le montrer. Mais même certains de ses plus fidèles soutiens, je crois que Bret Baier en faisait partie, n'étaient pas contents. Enfin, disons qu'ils étaient un peu. Et pour eux, c'est difficile même d'exprimer leur mécontentement. D'habitude, ils adorent faire ce genre d'encouragement enthousiaste. They love to do that full-throated cheerleading stuff, and they were taken a little bit back because they're like saying, "Hey, Ils ont été un peu pris de court, parce qu'ils disaient en gros, « Attendez, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas partir sans avoir éliminé le programme nucléaire ou récupéré cette poussière. C'est non négociable. Et ce qui est proposé là, ça n'y mènera pas. » Donc oui, leur critique était un peu plus mesurée, mais pas tant que ça non plus. Ça reste un vrai problème. Alors, maintenant,
Laissez-moi vous montrer, je vais d'abord vous montrer ceci. Voilà ce que Lindsey Graham a publié. Et croyez-moi, c'est aussi un avertissement clair. Comme il l'a dit lui-même, c'est son message d'hier. Comme je l'ai déjà dit, tout accord conclu entre les États-Unis et l'Iran doit être soumis au Congrès pour approbation, comme ce fut le cas pour le JCPOA. Sauf qu'en réalité, ce n'était pas le cas. C'est pour ça qu'Obama l'a fait par décret exécutif. C'est pour ça que Trump pourrait simplement l'annuler par un décret présidentiel. Donc il a tort. Mais il dit que celui-ci devrait passer par le Congrès pour être approuvé, parce que ça lui donnerait un droit de veto dessus. En gros, il dit au président très clairement que si les conditions ne lui plaisent pas, lui et ses collègues du Sénat ne voteront pas le texte, et que le président se retrouvera coincé, comme Obama, obligé de passer par un décret, même s'il obtient un accord du côté iranien. Il poursuit en disant que si on peut mettre fin au conflit par la voie diplomatique et atteindre nos objectifs de sécurité nationale, c'est-à-dire leur reddition complète, ce serait un grand succès. Mais comme je l'ai déjà dit, la position du président Trump est claire. Et maintenant, il essaie de dire « C'est ton accord, souviens-toi, et je suis d'accord avec toi. Pas d'enrichissement, et un contre américain sur un uranium hautement enrichi. » L'ouverture du détroit d'Ormuz. L'Iran doit abandonner ses programmes de missiles à longue portée. L'Iran doit aussi mettre fin à son soutien à des groupes armés dits altruistes dans la région. En d'autres termes, c'est une reddition totale. Donc du côté iranien, on dit « Nous sommes prêts à un accord négocié à condition que vous acceptiez toutes nos exigences maximalistes. » Et de l'autre côté, Lindsey Graham dit « Nous mettrons fin à la guerre par la voie diplomatique, à condition que vous acceptiez toutes nos demandes et que vous vous rendiez sans condition. » Personne n'est prêt à faire ça. Donc, il n'y a tout simplement pas de place pour la négociation. Le président Trump a soit menti, soit gravement trompé les gens quand il a déclaré sur ce réseau social « Nous sommes tout près d'un accord », parce qu'en réalité, on ne pouvait pas être plus loin d'un accord. On n'a jamais été aussi éloigné depuis le début de cette guerre. Et c'est dire quelque chose, parce qu'on était déjà très divisés dès le départ, tu te souviens? On avait commencé, puis on a tout jeté à la poubelle. On en reparlera un autre jour. Mais aujourd'hui, franchement, on n'a jamais été aussi loin les uns des autres, et tout le monde campe sur ses positions. Alors la vraie question, c'est où est-ce qu'on va à partir de là? Robert Gates, l'ancien secrétaire à la Défense, qui n'a jamais été un grand partisan de Trump, adopte une position un peu floue, un peu hésitante. Mais en même temps, il montre bien où en sont d'autres groupes aux États-Unis sur cette guerre et sur la question du programme d'armes nucléaires quand il a dit ça. Je ne pense pas que le programme nucléaire iranien représente une menace imminente. Après tout, on l'a déjà bombardé 2 fois. Le matériel nucléaire est enfoui très profondément. Il faudrait relancer les centrifugeuses pour enrichir l'uranium de 60 à plus de 90%. Les centrifugeuses sont très sensibles et la plupart ont été détruites. Beaucoup de leurs scientifiques nucléaires ont été tués. Donc, je ne crois pas que ce soit un problème pour demain. Mais vous savez, le président a raison de dire que c'est une menace à long terme qu'on ne peut pas laisser se développer. Vous voyez, il joue un peu sur les 2 tableaux, ce qui est intéressant. Robert Gates n'était pas mauvais comme secrétaire à la Défense. J'ai eu plusieurs désaccords avec lui, mais j'étais content qu'il ait annulé le programme Future Combat System, par exemple, parce qu'il avait compris que ça ne marchait pas. Au moins, il a eu le courage de le faire. Mais sur d'autres sujets, il était un peu hésitant. En voici un autre exemple. Il dit en gros, bon, il n'y avait pas vraiment de menace imminente, contrairement à ce que le président Trump affirmait. Après tout, on les a bombardés 2 fois, etc. Donc, il reconnaît lui-même qu'il y avait une menace.
Moi, j'aimerais qu'ils soient clairs et qu'ils disent « voilà la vérité ». Mais ils restent flous, ils tergiversent. Et puis ils repartent dans l'autre sens en disant « oui, mais enfin, le président Trump n'a pas complètement tort, parce qu'ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. » Monsieur Gates, il n'avait pas d'armes nucléaires. Il n'avait pas non plus de programme d'armes nucléaires. Et si vous voulez qu'ils n'en développent jamais, alors arrêtez de les harceler, d'être leur ennemi permanent depuis 47 ans, en essayant de les détruire économiquement et maintenant physiquement. Souvenez-vous, dès 2010, avec Stuxnet et d'autres méthodes plus souterraines, si on peut dire, qu'on a utilisées contre eux, des cyberattaques, ce genre de choses. Et puis il y a eu les campagnes d'assassinat lancées par Israël contre leurs scientifiques et tout un tas d'autres opérations. Ensuite, les attaques physiques ont commencé avec leur ambassade en Syrie, puis les assassinats à Téhéran. Et puis, il y a eu notre assassinat de Soleimani en 2020. À chaque fois qu'on agit de la sorte, on multiplie les actions provocatrices, encore et encore, leur donnant toujours plus de raisons de nous détester, de nous résister et de s'exprimer contre nous. Même pendant l'opération Midnight Hammer, il n'avait toujours pas de programme d'armes nucléaires. Alors, à quel point est-ce qu'il serait moins susceptible d'en développer un si on commençait simplement à les traiter comme un pays normal? Tant que tu ne m'attaques pas, je ne t'attaque pas. C'est encore possible. Oublions la confiance. Ça n'arrivera pas. Je pourrais être élu président demain. Et même avec ma réputation d'être franc et ma promesse claire de faire ce qu'il faut, ils ne me croiraient pas. Ils ne croiraient personne portant un drapeau américain. Parce que nous avons tout gâché, pas seulement avec le président Trump, mais depuis bien avant, pratiquement sous chaque administration, même celle d'Obama. Even the Obama administration, as much as it did, and I give it credit to this day for coming up with the JCPOA. Even then, we didn't exactly honor our word. Même à ce moment-là, on n'a pas vraiment tenu parole, ni fait ce qu'on était censé faire de notre côté, même pendant son administration, et encore moins après. Mais on peut vivre en coexistence pacifique. On peut avoir des relations stables, sans qu'ils attaquent, vous savez, des navires dans le détroit d'Ormuz. Il faudra sans doute aussi pas mal de temps avant qu'on puisse les amener à céder le contrôle, pour qu'ils arrêtent de faire payer ce droit de passage à cause de nos propres actions. En réalité, les actions ont des conséquences, mes amis. C'est ce qu'on apprend à nos enfants. Mais apparemment, une fois adulte, quand on est élu au Sénat, à la Chambre ou à la Maison-Blanche, on pense que les règles ne s'appliquent plus. Eh bien, si elles s'appliquent, et ce qu'on voit ici en est une démonstration très claire. Et maintenant, à cause de nos comportements passés, on va en payer le prix pendant des décennies. La meilleure chose à faire, c'est de régler ça tout de suite, le plus vite possible, et de commencer à reconstruire la confiance. Et ça prendra des années à se refléter dans nos actes. Les paroles et les actes doivent aller ensemble. Mais on ne pourra même pas atteindre cet objectif, aussi lointain soit-il, si on ne commence pas par la première étape. C'est ce que je défends. Mettons fin à cette guerre par tous les moyens nécessaires. Président Trump, oubliez les discours. Il faut juste régler ça. Proclamez la victoire. Dites simplement, oui, on les a détruits, on les a renvoyés 20 ans en arrière. Peu importe. Il a déjà tenu ce genre de propos. Eh bien, qu'il les mette en pratique. Sortons cette guerre de l'équation. Retirons nos troupes de la région, mettons-les à l'abri. L'Iran fera ce qu'il veut, ils vont fanfaronner, on ne peut pas les en empêcher. Mais on peut éviter de perdre encore plus d'argent, encore plus d'hommes, encore plus d'infrastructures. Et surtout, on peut empêcher que le flux de pétrole ne s'effondre, provoquant une crise mondiale majeure. Parce que c'est exactement ce qui arrivera si on ne rouvre pas la situation, d'une manière ou d'une autre. Ça va arriver. Il ne peut pas en être autrement.
C'est comme ça que le système est fait. Il faut qu'on en finisse et il faut qu'on le fasse aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. On continuera à vous tenir au courant dès qu'on aura des nouvelles. Si quelque chose se passe, espérons que non, je serai de retour au studio la semaine prochaine, prêt à reprendre le travail. Merci encore, et on se retrouve alors avec l'équipe de Daniel Davis. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et envoyez ça à quelqu'un qui compte pour vous. Like, and send this to somebody you care about.